Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver. Nous sommes donc en direct sur la 3 et ce jusqu'à 22h. Allez, on part pour le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, des brèves d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Après la CAN, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? On en parle en actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et son équipe. Alors, pour la soirée justement, nous aurons une question à LGT. Après la CAN, il est impératif de renforcer la défense des éléphants. Nous avons besoin donc de votre réponse au numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. L'équipe de ce soir est composée de coach Quadio Georges. Bonsoir, coach. Bonsoir, MC. Le micro, n'oubliez pas. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Je vais très bien. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Saint-Séverin. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Quel sourire radieux. Oh là là. Oh, oh là là. C'est magnifique. Oh, vous êtes un amour, Saint-Séverin. On va faire 90 minutes de bonheur. C'est pas Ballot qui va dire le contraire. Bonsoir, oui, Ballot. bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Très, très belle. Vous rayonnez le plateau. Ouh là là. Ballot, vous êtes entraîné en compliment. Et Ballot est marié depuis peu. Voilà, donc, Depuis qu'il est marié, il fait de très beaux compliments. Merci beaucoup, Ballot. Et bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, comment vous allez? Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais très bien. D'accord. Voilà, le sérieux de Roger Stéphane me touche énormément. Voilà, on va passer une agréable soirée en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Et on démarre avec LGT News. LGT News. À Sec Mimosa, l'équipe est bien arrivée au Maroc. Les Mimos, qui se sont envolés dans la nuit d'hier à mercredi, sont bien arrivés au Maroc. Actuellement à Casablanca, ils effectueront 2 séances d'entraînement avant de se déplacer le vendredi à Marrakech où ils prendront leur quartier. Les jaunes et noirs affronteront samedi le Wydad de cette ville à 16h GMT en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions CAF. Tout juste après ce match, ils embarqueront pour Koumassi au Ghana afin de participer à l'édition 2024 de la Coupe du Président ghanéen. LGT News. Deuil. Un joueur ivoirien de 19 ans décède en Norvège. Le football ivoirien vient d'être frappé par la mort. Mondvo Archange Aquilas s'est éteint dans la fleur de l'âge. Il a été découvert mort à son domicile en Norvège. L'information émane du club qu'il avait rejoint il y a peu de temps. C'est avec une grande tristesse que Amcam Football a reçu le message du décès d'Aquilas à l'âge de 19 ans. Il a été retrouvé dans son appartement. Peut-on lire dans le communiqué publié par son club. Le joueur avait rejoint la formation scandinave en avril 2023. Avec l'équipe réserve, il a disputé 3 matchs pour un but inscrit. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille du joueur et au monde sportif ivoirien. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team. Une information complémentaire de dernière minute d'ailleurs. Cameroun, Rigobert Song n'est plus le sélectionneur. Rigobert Song, dont le contrat avec les Lions indomptables arrive à expiration ce 28 février, ne verra pas de rallonge. L'information a été donnée ce mercredi par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu'elles sont, nous n'avons pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat, a expliqué Eto'o, avant d'ajouter « J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui, j'ai donné nos positions et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière. » Voilà, justement, on en parle par rapport à cette dernière information. Coach Quadio Georges? Oui, c'est dommage pour Rigobert Song qui a été un grand capitaine courage, qui a beaucoup apporté à ces lions indomptables et qui a apporté aussi en dehors même de l'Afrique. Il a joué en Europe, tout ça. Malheureusement, il n'a pas pu tenir le rôle qu'il devait donner à ce grand pays de football qu'est le Cameroun. Et bon, son contrat n'est pas renouvelé, c'est tout.
on ne nous dit pas que par manque de résultats insuffisants ou ceci, mais son contrat va jusqu'à terme et on ne renouvelle pas son contrat. Donc je ne peux pas faire d'autres commentaires là-dessus. D'accord. Par contre, Roger Stéphane peut cher faire d'autres commentaires. Aîné, à demi-mot, Ouais. c'est ce qui est dit. Oui. C'est un échec pour insuffisance de résultats parce que Samuel Eto'o-Fils semble dire que lui et le comité exécutif et Rigobert Song n'ont pas atteint leur objectif. C'est une déclaration qui est parue, mais qui tranche un peu avec les premières déclarations de Samuel Eto'o-Fils après la CAN, où il avait marqué tout son soutien, toute sa confiance à Rigobert Song. La question était posée lors de la CAN, mais finalement, j'ai parcouru des articles et je me rends compte que cette affaire de Rigobert Song n'est pas aussi simple que ça. Il semble qu'il y a eu c'est devenu une affaire d'État. Il semble qu'il y a eu des réunions au secrétariat de la primature où Rigobert Song et Samuel Eto'o-Fils ont été convoqués pour être entendus sur l'échec des Lions indomptables à cette CAN. Ouais. Bon, finalement, des décisions ont été prises. Il semble que au plus haut sommet de l'État, c'est un dossier qui préoccupe tout le monde au Cameroun. Donc, on peut comprendre aisément la situation actuelle de Rigobert Song et de Samuel Eto'o-Fils lui-même, le président de la FECAFOOT. Donc, c'est une affaire un peu sensible, cette affaire de Rigobert Song. Maintenant, vous pensez donc je ne veux pas m'aventurer. Je ne veux pas m'aventurer sur cette piste, mais je donne des éléments d'information que j'ai parcourus dans une certaine presse cet après-midi en regardant donc ce sujet. Donc, c'est ça. Finalement, il a fait que 2 ans, ou peut-être moins, à la tête de cette équipe du Cameroun. Je me rappelle qu'il a remplacé Conceição, le Portugais, à une journée de la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il avait réussi l'exploit d'aller qualifier le Cameroun en Algérie, je crois. À l'époque, tout le monde avait applaudi Rigobert Song. Ensuite, il sort au premier tour de la Coupe du Monde en ayant réussi l'exploit de battre le Grand Brésil. Et là, sur la Coupe d'Afrique, il sort en 8e de finale face à l'équipe du Nigeria. Bon, tout ça accumulé, ça l'a un peu emporté. C'est un peu dommage. Mais si vous voulez, moi, mon avis et mon commentaire maintenant, j'estime qu'il n'a eu que 2 ans. Et ça pose le problème du temps qu'on laisse aux sélectionneurs à la tête des sélections africaines pour pouvoir travailler. J'estime qu'il y avait quelques signes un peu intéressants, même si ces statistiques ne sont pas très belles, il y avait quelques signes un peu intéressants sur lesquels on aurait pu le prolonger. Mais comme j'ai dit, c'est une affaire qui dépassait peut-être Eto'o-Fils et la Fédération camerounaise de football. Bon, la décision est là. Dommage pour Rigobert Song. On espère qu'il va pouvoir rebondir en tant qu'entraîneur sélectionneur ailleurs pour la suite de sa carrière. D'accord. Et justement, pour ajouter qu'il y a déjà une précision qui a été apportée par Samuel Eto'o-Fils, c'est le profil du futur sélectionneur des Lions indomptables. Ouais. Le profil va dans le sens d'un coach au plan international. Et Samuel Eto'o-Fils a dit qu'il serait intéressé éventuellement par le profil d'un certain Hervé Renard pour succéder à Rigobert Song. Donc on voit que du côté du Cameroun, on passe d'un profil local vers un profil international. Ça, c'est quelque chose de nouveau sous nos tropiques, vu que la plupart des sélections africaines sont en train un peu plus de s'axer sur des sélectionneurs locaux. Donc ça, c'est une donne assez nouvelle. Et Samuel Eto'o-Fils a confirmé que le nom du nouveau sélectionneur sera, on va dire, validé, confirmé par le président Paul Biya en personne. Donc voilà les 2 informations qui ont été soulignées par Samuel Eto'o-Fils. C'est ce que je disais à demi-mot. Voilà. Oui, coach Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais dites-vous que Rigobert Song, quand même, il a fait 20 mois, il a fait 7 défaites, il a fait 4 nuls, il a fait 5 nuls et 4 victoires. Ben, pour moi, ce sont des résultats qui ne plaident pas en sa faveur. Mais sauf que un entraîneur, il faut l'avoir sur le long terme. Absolument. Si vous l'avez sur le long terme, il est fort probable que vous ayez un très bon résultat parce que cet entraîneur va s'adapter à l'environnement, aux joueurs et pourra trouver sa voie. Mais il faut dire qu'au haut niveau, rien ne pardonne. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne maîtrise pas et qui fait que, rapidement, des gens deviennent fébriles, ils prennent des décisions hasardeuses qui amènent les équipes à changer à chaque moment les entraîneurs. Je commence à me rendre compte c'est bien dommage. Voilà, je commence à me rendre compte, Marie-Christine, que le football, il est devenu un peu plus dangereux encore, le football. Parce que, regardez, au sortir de la CAN, au plus haut sommet de l'État, on décide de prendre en main un tel dossier. En même temps, on ne laisse pas suffisamment de temps
à un sélectionneur comme Rigobert Song. L'exemple du Sénégal est un bel exemple. Cissé, il est là depuis longtemps, il a fait finale de Cannes, il a gagné la Cannes. Belmadi en Algérie, pareil. Il n'a fait que 2 ans, on aurait pu encore peut-être le reconduire un peu, laisser un peu de temps pour travailler, vu que Song, il connaît parfaitement la maison. Il a gagné 2 Cannes, 2002. Il a des records de participation à la Cannes avec le Cameroun. Ensuite, il a été d'abord adjoint de cette sélection. Il a été avec le U23 et depuis 2 ans, il est avec l'équipe première. Bon, j'estime que l'opinion publique est devenue très sévère et que finalement, si on ne fait pas attention, tous les sélectionneurs vont avoir ce type de pression et peut-être ne vont pas avoir de très bons résultats si on ne les laisse pas travailler pendant très longtemps. D'accord. On note donc que Rigobert Song n'est plus le sélectionneur de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Parlons de la Côte d'Ivoire avec des matchs amicaux à venir. Sans Séverin? Oui, contrairement au Cameroun, nous, on n'a pas de problème de sélectionneur. Le nôtre vient d'être prolongé. Il vient de gagner la CAN, il vient d'être prolongé. Alléluia. Je dis, c'est cette fenêtre-là de mars, pour les 2 matchs amicaux face au Bénin et à l'Uruguay qui se joueront en France, ce sera la fenêtre de Faye MS. La fenêtre de Faye MS parce qu'il va composer son groupe à lui. Il a hérité d'un groupe à la CAN qui porte la marque de Jean-Louis Gasset. Faut le dire. Et aujourd'hui, il a le temps de faire sa propre liste. Quand je vois les réajustements qu'il a fait sur les 4 matchs couperés de la CAN pour qu'on la remporte, j'imagine déjà ce qu'il va apporter. Il a, par exemple, mis une sentinelle devant la défense. Ça veut dire que dans son groupe, en masse, normalement, il doit pouvoir avoir 1 ou 2 sentinelles dans la liste. Il y a aussi des défenseurs ou des joueurs qui sont sur le départ. On verra. Est-ce qu'ils seront convoqués, est-ce qu'ils ne seront pas convoqués? Ces questions restent en suspens, mais pour moi, je pense qu'il va passer à autre chose. On va voir les joueurs qu'il va confirmer, aussi les champions d'Afrique qui seront confirmés. J'ai vraiment hâte de voir cette liste de FAMS pour voir où il va en prélude aux éliminatoires de la CAN 2025 et du Mondial 2026 qui arrivent. On joue deux adversaires, un gros et un petit, le Bénin. C'est un petit adversaire que la Côte d'Ivoire a l'habitude de rencontrer soit en CAN, soit en match amical et de battre. Cessignon n'est plus là, donc on verra ce que cette équipe du Bénin devient. L'Uruguay, avec un Darwin Nunez, attaquant de Liverpool, au sommet et un groupe toujours renforcé, on verra ce que ça va donner. Mais pour moi, le vrai test, ce sera face à l'Uruguay. Mais la curiosité, ce sera surtout la liste de Faye et Metz. On attend tous pour voir s'il y aura un peu plus de joueurs locaux, un nouveau latéral gauche, par exemple. Toutes ces questions-là. Il n'y aura pas de, voilà. il n'y aura pas de grand changement. Mais bon, ça c'est vrai, vous savez très bien que maintenant, on l'a vu avec la CAN, hein, il n'y a plus véritablement de petite équipe. On a vu la Mauritanie, on a vu le Cap-Vert. C'est clair, mais nous sommes champions d'Afrique et le Bénin. Mais quand même, sur ces 2 matchs-là, il n'y aura pas de grand changement. On ne va pas attendre trop de grands changements de la part de FAMS par rapport à ça. Peut-être un peu plus tard. Mais... donc on avance, très chers téléspectateurs. La question LGT pour ce soir. Après la CAN, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Le numéro de téléphone de la 3, vous le connaissez, hein, mais je vous le redonne quand même, le 27 21 59 93 99. Toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, et aussi continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Passons à présent, messieurs, au stade du jour. Alors, pour les stades du jour, ce soir, 66. La CAF a récolté 66 millions de dollars, soit 39,6 milliards de francs CFA de bénéfices au terme de la CAN 2023. Un record lors de la précédente édition. Le gain était de 5 millions de dollars, soit 3 milliards de francs CFA. 9. Comme le nombre de sélectionneurs qui ont quitté leur poste pendant ou après la CAN 2023, soit par démission, soit suite à un limogeage, ce sont Tom Saint-Filtz de la Gambie, Djamel Belmadi de l'Algérie, Rui Vitoria de l'Égypte, Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire, Hubert Veloud du Burkina Faso, Jalel Kadri de la Tunisie, Chris Hutton du Ghana, Abdel Amrouche de la Tanzanie, et à peine Rigobert Song du Cameroun. 20. En dehors de l'Afrique, la Bundesliga allemande et la Série A
italienne sont les championnats qui ont fourni le plus grand contingent de joueurs à la CAN 2023, avec chacune 20 sélectionnés. Suivant la Ligue 1 française, 18 joueurs, et la Première Ligue anglaise, 15 joueurs. Alors, messieurs, comment vous expliquez déjà le succès financier de la CAN 2023 ? Balo. Oui, déjà l'engouement au niveau de cette compétition. Clairement, au niveau de la billetterie, la CAF a déjà annoncé les couleurs en annonçant qu'il y a eu tout simplement un record en ce qui concerne la mobilisation pour l'achat des billets. Les Ivoiriens ont même été victimes, quelque part, de cet engouement au niveau de l'achat des billets. Mais également, il faut savoir que dans le contenu de cette Coupe d'Afrique des Nations, avant qu'elle ne débute, il y avait de quoi s'intéresser à cette Coupe d'Afrique des Nations parce que tous les anciens vainqueurs s'étaient qualifiés à cette Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la CAN Cameroun 2021, on a vu un resserrement du niveau entre les équipes. Donc, il y avait déjà des indices allant dans le sens d'une belle compétition. Et je pense que ce sont là ces éléments qui ont véritablement suscité l'intérêt autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, sans compter les infrastructures de qualité, sans compter également de bonnes conditions d'accueil pour ceux qui ont mis les pieds sur le sol ivoirien. Donc, ce sont là un ensemble d'éléments, pour moi, qui ont favorisé ce record de la Confédération africaine de football. 39,6 milliards de francs CFA. Coach Georges. 39,6 milliards. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. De bénéfices. C'est un grand bénéfice et je pense que c'est l'Afrique entière, les fédérations qui vont bénéficier de cette manne et pouvoir développer le football dans nos différents pays. Et je suis persuadé qu'ils vont en donner à la Côte d'Ivoire pour que le développement du football féminin, pour que le développement du football des jeunes, pour que le développement des entraîneurs que nous sommes se fasse avec beaucoup plus de facilité. Bon, justement, vous avez évoqué quelque chose. Est-ce que la Côte d'Ivoire va profiter des bénéfices engrangés ? Oui, la CAF l'avait déjà annoncé avant le début de la compétition. C'est ça. Pour une fois, ils ont dit que une grande partie... 20%. Voilà, va revenir à la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire doit avoir entre 10 et 12 milliards. 10 et 12 milliards de francs CFA. C'est déjà acté, c'est déjà fait. En plus des 4 milliards déjà obtenus. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 16-17 milliards de francs CFA pour le football. Et dans une interview, Vérone Mesengo, le secrétaire général de la CAF, a dit que une grande partie de cet argent doit servir à la promotion du football féminin. Vous êtes sans savoir que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de bruit autour du football féminin. On espère que ces paroles-là sont des paroles d'évangile parce que la FIFA dit toujours qu'il y a de l'argent pour le football féminin. On ne le voit jamais dans les caisses des fédérations. Pour une fois, j'espère que ça va arriver. Et Marie-Christine, ce qui a permis aussi d'avoir cette somme faramineuse en termes de bénéfices, c'est surtout que pour la première fois, en pleine compétition, la CAF n'a fait que signer des partenariats. De sponsoring avec différentes entreprises. Donc ça aussi, ça a aidé à avoir ce bénéfice colossal. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était la CAN de l'hospitalité, c'était la plus grande CAN de l'histoire. Et donc c'est normal. Reste à savoir ce qu'il va falloir en faire au niveau de la fédération. J'espère et je souhaite, le coach Georges est là, que le Centre technique national de football sera mis aux normes pour que nos sélections n'aillent plus dépenser de l'argent dans les hôtels et qu'ils puissent y séjourner pour les matchs et les grandes compétitions. On espère. Oui, Roger Stéphane, votre avis sur la question? Non, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est vrai que la CAN, ça stimule la croissance économique, avec les infrastructures, les réalisations, en plus avec l'affluence qu'il y a dans le pays, l'hébergement, la nourriture, la restauration, les communications, les transports. Donc tous ces secteurs ont connu un véritable boom. Mais le premier indice qui nous annonçait le succès de cette compétition, c'était la demande d'accréditation. On était à 5300 demandes d'accréditation avant le début de la compétition. C'est à vous dire que l'intérêt qu'il y avait par rapport à cette compétition, je crois savoir si mon chiffre est bon, que la compétition a été suivie dans 154 pays au monde. C'est vous dire que oui, ça a été vraiment un véritable succès, un plein succès. Bravo à la Côte d'Ivoire pour tout ce qui a été investi dans les infrastructures. Bravo à la mobilisation des Ivoiriens qui ont créé vraiment l'émulation de toute la compétition. Bravo aux organisateurs, ça a été bien organisé, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu en dehors de l'affaire
fait de la billetterie qui a noirci un peu la compétition. Tout le reste était parfait. En tout cas, bravo. Maintenant, Véron Mossomo a annoncé que 20% des bénéfices seront reversés effectivement à la Fédération de football pour contribuer au développement du football local. C'est une manne financière extrêmement importante et on espère qu'elle va faire l'objet d'un bon usage pour développer le football local qui en a vraiment besoin. En dehors de ça, ouais, on va se féliciter. Je pense qu'on a la Côte d'Ivoire a marqué un grand coup avec cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire justement pour l'organisation de cette très belle CAN, la CAN de l'hospitalité, bien sûr, qui a vu le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler. Parlons aussi des départs des sélectionneurs. Bon, c'est beaucoup quand même, hein, 9. Coach Kwadjo Georges, vous qui êtes coach. Oui, vous savez que les compétitions suscitent toujours certaines difficultés par moment, certains stress qui font que des fois les résultats ne suivent pas et comme je le dis, les dirigeants deviennent fébriles, ils jouent leur poste et il y a beaucoup de choses qui rentrent, comme je le dis toujours, en ligne de compte et ça fait que rapidement, même il y a certains entraîneurs qui ne supportent même plus cette pression et qui partent d'eux-mêmes et d'autres sont limogés même en cours de compétition et puis certains, comme Rigobert Song, finissent leur CAN et puis voilà que le contrat n'est plus renouvelé. Donc tout rentre en ligne de compte pour qu'on puisse avoir changement. C'est pour cela que nous demandons aux dirigeants d'avoir la tête sur les épaules, être vraiment bien calme, serein, réfléchi par plusieurs fois et puis prendre les décisions idoines qui peuvent aider à développer le football dans les différents pays. Est-ce que vous pensez que les successeurs pourront mieux faire déjà? Bon, pour le coach Faye, bon, c'est bon. Pour les autres. Oui, merci pour la précision. Oui. En tout cas, le successeur de Jean-Louis Gasset en Côte d'Ivoire a déjà remporté la CAN. Ça, c'est déjà... Félicitations à lui. Félicitations à lui. C'est déjà une merci pour son équipe. Quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux, Faye forcé, on va t'insulter un jour. Ah oui, non, ça arrive dans la vie d'un coach. Ça arrive. Non, mais je pense que il va falloir d'abord faire les bons choix pour les coachs qui sont partis. Quand je prends une équipe comme la Gambie, pour moi, Tom Saintfiet a transfiguré cette équipe de la Gambie. Et j'étais en Tanzanie avec lui lors des éliminatoires du mondial. Ouais. On avait suivi les éléphants. Et à la suite de la défaite 2-0 face à la Côte d'Ivoire déjà, dans son langage corporel, en conférence de presse d'après-match, on savait que s'il n'y avait pas la CAN, il partait peut-être même le même jour. Mais il a attendu de disputer la CAN. Les résultats mitigés n'est pas allé au second tour. Donc voilà, directement. Pour la Tunisie, Kadri, ça aussi c'était dans les tuyaux. Il n'a jamais vraiment fait l'unanimité au pays. Pour Djamel, on l'a répété sur le plateau de la 3, ici c'était exclu d'ailleurs, sa fédération ne peut plus payer son salaire faramineux. Donc son remplaçant, malheureusement pour eux, les remplaçants demandent plus, mais ils cherchent quelqu'un qu'ils peuvent payer moins que... Ils n'ont pas encore annoncé, ils ont reporté l'annonce. Ils doivent payer moins que Djamel Belmadi. Où est-ce qu'ils vont trouver ce coach-là? Bon, j'espère qu'ils vont faire le bon choix aussi. Pour le Cameroun, qui veut passer des Rigobert Song à un expatrié, ça encore, ça va faire des dépenses colossales. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est Paul Biya lui-même qui va peut-être annoncer le sélectionneur. Donc je veux dire, il va falloir faire les bons choix parce que les éliminatoires de la CAN et du Mondial se profilent là tout de suite. Bien sûr. On n'a pas entendu Balo sur la question. Oui, bon, je pense que déjà sur le remplacement des sélectionneurs, c'est justifié. Parce que pour la plupart des sélectionneurs limogés, il y a des éliminations au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Très souvent, lorsqu'on tombe au premier tour, il y a de grandes chances que le sélectionneur soit remplacé. Maintenant, est-ce que les nouveaux vont faire mieux? Tout dépendra de ce qui est mis à leur disposition. Parce qu'il faut savoir qu'une équipe comme le Ghana, par exemple, est en tête de transition. On a une génération qui va tout simplement s'éteindre, amenée par les André Ayou, notamment, qui va peut-être dans les mois qui viennent sans doute prendre sa retraite. Donc là, il va avoir un nouveau cycle du côté des Black Stars du Ghana. Donc il s'agira ici de bien gérer ce tournant-là. Maintenant, pour les autres, je pense que pour les Gambiens, là encore, il va y avoir du grand boulot à faire pour les remplaçants. Donc, rien n'est joué encore pour les remplaçants. Tout dépendra des moyens mis à disposition et du nouveau cap fixé par les différentes fédérations. Non, ça veut dire que sur les départs des sélectionneurs, bon, écoutez, c'est pas un fait nouveau.
c'est un balai qui est récurrent après toutes les compétitions. Sur 3 raisons. La première raison, c'est les objectifs. On vous a fixé un objectif. Quand vous ne l'avez pas atteint, évidemment, vous partez. Le deuxième élément, c'est que certains sont en fin de contrat. Il y a des contrats qui sont arrivés à expiration après la CAN. Évidemment, si on regarde la fin du contrat et ce qui s'est produit, on vous laisse partir. Et puis, il y a ceux qui sont à la tête de certaines sélections depuis un peu trop longtemps. Le Saint-Philippe, le Belge, en Gambie, il est là depuis 2018. Ça fait beaucoup. Il a déjà réussi quart de finale en 2022 avec la Gambie, il n'a pas fait mieux. Bon, après 6 ans, on a envie de voir quelque chose de nouveau. Le même problème s'est posé également avec Belmadi, qui est à la tête des FENEC depuis bien longtemps. Oui. Donc, il y a ça. Maintenant, sur les successeurs, attention, est-ce que les successeurs vont faire mieux? Parce qu'on n'est pas à 2 ans de la CAN, hein. La prochaine CAN, c'est dans 1 an, 4 mois. Dans 1 an. Un an, 4 mois, tout au plus. Est-ce qu'en 1 an, 4 mois, les successeurs auront le temps de remplacer, par exemple, un gars comme Saint-Philippe en Gambie, qui pendant 6 ans a façonné, transformé, a donné une identité à cette équipe gambienne? On attend de voir. Hein. Est-ce qu'en moins d'un an, en moins d'un an et demi, on pourra remplacer quelqu'un comme Belmadi, qui, sur ces dernières années, a été un peu l'âme de cette équipe de l'Algérie avec les fenêtres. Donc, j'ai un peu peur des remplaçants qui vont arriver. Heureusement que le nôtre Faye, il a reçu un grand coup pendant la CAN, donc ça l'a imposé. Mais je pense que les successeurs qui vont arriver à la tête de cette sélection vont avoir un peu de difficultés. D'accord. Et pour terminer, coach Kouadio Georges. Oui, mais je voudrais quand même rassurer... rassurez-nous. Rassurer mon jeune frère que c'est en football seulement 1 plus 1 ne font jamais 2. Très bien. Donc, il faut laisser les sélectionneurs qui vont venir, ils ont leur idée, voilà. leur manière de travailler. Et c'est dit par un coach. Allez-y, terminez, coach. Terminez, vous avez terminé. Vous avez la preuve, les sélections n'ont même pas encore annoncé les remplaçants. Allez, on avance. Merci, il a reçu l'expert. Le remplaçant de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques temps. Quelques temps, 3 jours pour façonner la Côte d'Ivoire. Bon, donc, il était à l'intérieur du groupe. Il était à l'intérieur du groupe. Les entraîneurs travailler et on verra les résultats. Ça marche. Merci bien, messieurs. Et surtout, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Sinon, finalement, on ne vous entend pas. Bon, on regarde ces statistiques. Ballot, est-ce qu'on peut affirmer que finalement, les meilleurs joueurs africains sont actuellement en Allemagne et en Italie? Oui, mais c'est indéniable. Je pense que pour ceux qui suivent la plupart des championnats étrangers, se rendent compte du fait que la Bundesliga, depuis un moment, attire le plus grand nombre de joueurs africains. On a Guirassy, on a Serhou Guirassy, on a Odilon Kosonou. De plus en plus, je pense que les profils africains sied à la Bundesliga. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir dans le football moderne, c'est que c'est un football intensif. Et le profil des joueurs africains, ce sont des profils qui vont dans le sens des qualités athlétiques et physiques. Et de plus en plus, on a les joueurs africains de plus en plus techniques. Donc, on avait un point fort qui était les forces athlétiques et physiques, mais de plus en plus, eh bien, les préjugés sur les joueurs africains ont commencé à être gommés petit à petit au niveau technique. Ce qui fait que de plus en plus, des championnats comme l'Allemagne attirent nos joueurs africains. Ce n'est nullement une surprise pour moi. Et du côté de la Ligue 1, il faut dire que ça, c'est normal. Hein. Il y a un lien traditionnel entre les joueurs africains et le championnat français. Ça, c'est pas du tout surprenant. Mais ce qui est intéressant, c'est le championnat anglais. C'est que de plus en plus, là aussi, on commence à avoir une multitude de joueurs africains. C'est une bonne chose parce que c'est un championnat compétitif qui peut permettre à ces joueurs africains de venir tout simplement rehausser le niveau de leurs différentes sélections. Ça, c'est vrai, oui. Oui, Marie-Christine. On peut dire clairement que les meilleurs joueurs africains aujourd'hui sont en Allemagne et en Italie. Le ballon d'or africain, Victor Osimhen, joue à Naples, en Italie. Ça, c'est un. Les 2 meilleurs défenseurs du continent sont en Allemagne. Odilon Kosonou et Tapsoba, Edmond le Burkinabé. Et figurez-vous que le joueur qui donne la CAN à la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller, joue en Allemagne. Oui, bien Donc sûr. oui, la réponse est sans embâche. Aujourd'hui, on n'a plus trop de grands noms en Liga et en Premier League anglaise, comme c'était le cas par le passé, quand Drogba, Yaya, tout ça était là. Aujourd'hui, ces 2 pays-là ont clairement pris l'ascendant. Mais ça m'étonne quand même que le plus grand nombre ne vienne pas de la France. Bon, d'accord. Bon, messieurs, on va marquer une petite pause, juste le temps de la pub, et on se retrouve dans quelques secondes. Allez, à tout de suite.
Sur la 3, on s'enjaille. Le parrain à coup au pistin. Playlist Ivoire. Playlist Afrique. Playlist Inter. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3 disponible. Voilà, nous sommes sur la 3, en direct jusqu'à 22h. Vous suivez bien sûr votre émission La Grande Team. Merci d'ailleurs de nous suivre de plus en plus nombreux sur la 3. Le téléphone est ouvert, oui, pour vous permettre de participer à l'émission, d'interagir avec la question LGT. Après la CAN, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Donc, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Allez, on part pour l'actu. Alors, contrairement à son habitude, à chaque fois que les éléphants ont remporté la CAN, la défense a été loin d'être impériale lors de la CAN 2023. Faut-il alors songer à la renforcer pour les échéances futures? Bon, cet élément préparé par la rédaction plante le décor. On regarde. Allez, donc ce soir, on parlera donc de la défense des éléphants. Bon, les éléphants qui ont encaissé quand même 8 buts, c'est énorme. Donc, messieurs, déjà à vos panonceaux, après la CAN, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Oui ou non? Oui pour Roger Stéphane, bon, oui pour tout le monde. Oui pour coach Kouadio Georges, Roger Stéphane, Saint-Séverin et Balo. Coach Kouadio Georges, pourquoi oui? Bon, je dis oui parce que, bon, sur la compétition, sur 7 matchs, nous prenons 8 buts. Mais il faut analyser que nous avons pris 4 buts en un seul match. C'est ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu problème spécifique. Sur tous les matchs, on n'a pas pris 2 buts, on n'a pas pris 3, 4 buts. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une défense relativement bonne. Et bon, les statistiques déjà nous disent que la Côte d'Ivoire avait la mauvaise défense après l'équipe du Cameroun. Après l'équipe du Cameroun. Oui. Mais sauf que, comme je le dis, nous avons pris 4 buts en un seul match sur les 8. Donc, sur 6 matchs, quand même, on a pris 4 buts. Donc, c'est pour ça que je dis que notre défense n'est pas aussi mauvaise que les gens pensent. Il y a eu des erreurs individuelles sur un match. Et à ce match-là, on a raté des occasions nettes de but. On nous a refusé 2 buts. Donc, tout ceci, disons que c'est dans un contexte bien particulier pour moi. D'accord, ok. Donc, pour vous, il est quand même impératif, quand même, si on retient, de renforcer la défense. Oui, il est impératif. Même si on gagne tous les matchs, il faut toujours faire en sorte que ceux qui sont là ne dorment pas sur leur laurier, essayer de les titiller en faisant venir certains jeunes qui ont aussi envie de jouer et qui ont la capacité aussi de pouvoir être là. D'accord, très bien. Donc la question LGT, après la CAN, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Saint-Séverin nous a dit oui. Vous pouvez argumenter. Oui, nous sommes allés à la CAN avec, comme défense centrale dans la tête de Gassé, Ndika et Ousmane Diomandé. On prend 2 buts sans en encaisser face à la Guinée-Bissau. Ensuite, on en prend 1 contre le Nigeria et 4 au premier tour. Donc, la défense a le plus pris l'eau au premier tour. Au second tour, Faye Mess change la défense centrale surtout. Il met Kosonou et Ndika. En ce moment-là, on encaisse moins. Ça veut dire aujourd'hui que le coach a déjà trouvé sa défense centrale. Ndika et Kosonou. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on.
pour moi, le problème, c'est surtout sur les côtés. Okay. Il va falloir désormais titulariser, et ça sans autre forme de procès, Sengo, Wilfried. C'est un joueur dont beaucoup d'entre nous ont douté, par exemple. Moi, je prends le cas juste de mon confrère ici, c'était à Justice. Roger Stéphane, ou bien certains ont toujours trouvé que Sengo, c'était un peu mou. Mais sur la CAN, je l'ai trouvé vraiment solide, énormément solide. Et surtout, il est d'un apport tellement intéressant au niveau des centres. On l'a vu dans cette CAN-là, que ce soit en préparation et surtout à la CAN. Sur le côté gauche, Ghislain Conan a fait un tournoi énormissime. Mais pour moi, il arrive quelque peu au bout de ses forces. Pendant ce temps, dans la préliste des 50 que Gasset avait faite, il y a Christopher Opéry qui joue au Havre et qui fait des appels du pied au pays depuis toujours. Il y a Diaby Souleymane qui jouait ici au Sporting Club de Gagnoa, qui avait été appelé par Baumel en sélection et aujourd'hui qui est un cadre de l'équipe de Winterthur en Suisse. Donc au poste de latéral gauche, il y a beaucoup de joueurs qu'on peut appeler aujourd'hui pour suppléer Ghislain Conan. Souleymane Doumbia. Voilà, Souleymane Doumbia qu'il faut appeler pour suppléer Ghislain Conan ou alors Christopher Opéry. Donc pour moi aujourd'hui la défense centrale des éléphants, la défense des éléphants, si je devais en donner une des titulaires, c'est Sengo, c'est Kosonou, c'est Ndika, et à gauche, entre Diaby Souleymane, Conan et Christopher Opéry, afin MS de voir, c'est ça aussi son rôle de coach. D'accord. Bon, on a un appelant, on a monsieur Germain Kouakou qui nous appelle de Daloa. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, ça va très bien pour vous. Je vais très bien, merci. Alors, la question, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Oui, bien sûr, mais bien avant de me prononcer, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la population ivoirienne. Je vous en prie. Voilà. Je suis habitué à Tia, mais vous, j'ignore un peu votre nom, je ne sais pas si vous pouvez me donner. Allez-y, parlez, monsieur. Ok. Par rapport à la question, je dirais oui, parce qu'il y a un peu de vieillissance dans notre défense. Aujourd'hui, le football, c'est la jeunesse. Mais bien avant cette jeunesse, il faut aussi de l'expérience. D'où la présence des anciens est vraiment nécessaire. Donc, si on doit renforcer, pas changer à 100% ceux qui sont là ou bien qui ont pris de l'âge, mais néanmoins, juste quelques changements, sans toutefois oublier les anciens qui apportent et qui apporteront toujours. D'accord. Ok. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur Germain Kouakou, qui nous appelait de Daloa. Est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Roger Stéphane. Non, écoutez, mon oui, j'ai dit oui, mais c'est un oui nuancé comme celui de coach Kouadio Georges. Parce que évidemment, une équipe, on l'améliore toujours. On la renforce toujours. C'est une évidence, c'est comme ça une formation, on la renforce toujours. Donc si on trouve, comme Gasset l'a fait intelligemment, on trouve un oiseau rare comme Ndika, évidemment, on va l'amener. Donc on ne va pas le laisser. Donc on renforce toujours. Mais c'est le mot impératif qui me dérange. Dans votre question, il y a le mot impératif. Bien sûr. Bon, moi, je ne vois pas l'impératif et quelle est l'urgence de renforcer cette défense. Avant la CAN, on avait tous peur de cette défense. Avant la CAN, certains parmi nous disaient que c'était le secteur faible de cette équipe des éléphants. Et moi, je la trouvais très jeune. Très jeune dans l'axe. Le gardien plus les deux centraux, Ndika et Ousmane, j'ai dit attention, on va à la CAN, ils sont trop jeunes, il faut qu'on envoie un peu d'expérience. Mais finalement, cette défense, elle a assuré. On a fait un très gros match face au Sénégal. Elle a fait un très gros match face à l'équipe du Mali. Elle a été tranquille face à la République démocratique du Congo. Et elle a été impériale en finale face à l'équipe du Nigeria. Ouais. Donc, c'est une belle défense. Si vous regardez dans cette défense, il y a un équilibre qui a été parfaitement trouvé par Gasset quand il faisait la sélection. Il y avait les jeunes, Ndika, Kosonou, Ousmane, Sengo, et puis les expérimentés, Aurier, Willy et Conan. C'était une bonne défense. Seulement, quand on les regarde maintenant, il y a quelques-uns qui sont en train de partir. Je pense que Willy Boli, Serge Aurier, Ghislain Conan ne sont plus très loin de la sortie. Donc, à partir de maintenant, il faut réfléchir à les remplacer. Parce qu'évidemment, à un moment, ils vont quitter la sélection. Contrairement aux plus jeunes qui sont entre 20 et 24 ans et qui sont encore là pour longtemps. Et puis, l'autre vrai problème qu'on a, c'est le manque de doublure de métier pour Ghislain Conan dans le couloir gauche. Mais en dehors de ça, c'est une très, très bonne défense. On a fait un seul match pourri. Ce match était pourri à tout point de vue. C'était contre la Guinée équatoriale. On a encaissé 4 buts. Mais pour le reste, on a encaissé 4 buts en 6 matchs. On a encaissé 4 buts en 6 matchs. Donc, ce n'est pas une mauvaise défense. Mais comme si on comptabilise
la débâcle contre l'équipe de la Guinée-Équatoriale, oui, évidemment, ça serait une mauvaise défense. Mais si vous prenez les matchs à partir des 8e de finale, si vous les prenez individuellement, la prestation des garçons, notamment Ndika, dites-moi sur cette CAN, quel était le défenseur qui était plus fort que Ndika cette CAN? Peut-être Ekong, le Nigérian, qui a été le meilleur joueur. Ouais, mais sinon, Ndika dans cette compétition, mais c'était du balèze. Et puis Kosonou, que nous tous on n'entendait même pas, que Faye Mess allait tirer du banc de touche pour l'amener en fin de grand camp. Donc c'est une bonne défense. Seulement, oui, il faut toujours améliorer parce qu'une équipe a toujours besoin de renforts. Si on trouve un autre garçon qui ressemble à Ndika, on va pas cacher là-dessus. Donc pour vous, c'est une bonne défense, mais il faut quand même renforcer la défense. C'est noté. On a un appelant, on a M. Sekou qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, madame. D'accord. Comment vous allez? Ça va un peu. D'accord. On vous écoute donc par rapport à la question LGT. Est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Oui. Pourquoi? Oui. Nous saluons le plateau d'abord, tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, on l'a perdu. Voilà, c'est bien dommage. Ballon, on ne vous a pas encore entendu sur la question. Vous avez répondu oui. On attend donc vos arguments. Oui, parce qu'on renforce une défense déjà pour tout simplement avoir plusieurs possibilités. Il faut savoir qu'il y a des blessures dans le football. Les choses vont très vite. Une configuration A peut ne pas être une configuration B dans une autre compétition. Donc, il y a déjà les blessures qu'on peut essayer tout simplement de corriger, le cas échéant, avec des joueurs qui viendront renforcer cette défense. Et puis, si on renforce, ça veut dire qu'il y a des manquements. Je pense que les manquements ont été déjà soulignés, c'est-à-dire les différentes doublures des latéraux. C'est vrai, il y a Senghor pour Serge Aurier, mais il faut une doublure à Wilfried Senghor, au cas où. Il faut également, même Senghor, il faut une doublure. Il faut une doublure aussi pour Ghislain Conan, il faut une doublure pour Wilfried Senghor, parce que si Serge Aurier prend sa retraite, il va s'en dire que c'est Wilfried Senghor qui devient le titulaire. Mais quelle est la doublure de Wilfried Senghor? Là, on n'a pas une grande réponse à cette question. Donc, il faut une doublure à Ghislain Conan. Il faut également une doublure à Evan Ndika en charnière centrale. Donc, ici, l'objectif, la logique, c'est de doubler les postes en défense. Parce que c'est une chose très, très importante. On a vu en milieu de terrain, je pense que le milieu de terrain est un grand modèle de cette équipe de Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, on a été pour le statu quo. Kessié, Sangaré et Seko Fofana. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été surpris de savoir que le statu quo ne veut rien dire en football. C'est un sport en pleine mutation, c'est un sport où beaucoup de choses peuvent changer. Et on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle donne. Série Jean-Michel qui n'était pas titularisé, qui était certes dans le groupe depuis longtemps, mais qui a été titularisé. Donc ça veut dire qu'en défense, on peut avoir des certitudes qui peuvent être bouleversées lors de la Coupe du Monde 2026, et c'est un nouvel élément qui va changer les choses. Donc, pour toutes ces raisons, il faut donc doubler les postes, renforcer cette défense, pas parce que ceux qui sont là sont mauvais, parce que les choses peuvent changer, il peut y avoir des blessures, et c'est toujours important d'avoir des pièges de rechange. D'accord, votre avis a été pris en compte, donc Ballon. On a un appelant, on a M. Sangaré qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Sangaré. Bonsoir, madame. Comment vous allez? On vous entend très faiblement. Bonsoir, madame. D'accord, ok. On vous écoute. Est-il impératif de renforcer la défense des éléphants, M. Sangaré? On l'a perdu, d'accord. Bon, vous pouvez toujours nous appeler au 27 21 59 93 99. Bon, messieurs, on a tous entendu vos avis sur la question, justement, LGT de ce soir. Mais pourquoi les éléphants ont-ils du mal à réaliser des clean sheets face à certains adversaires? Ça, c'est vrai. Face à certains adversaires, en début de tournoi, on a le premier match, c'était un clean sheet. 2-0 face à la Guinée-Bissau. Et puis après, les choses sont allées... Bon, enfin. Donc, mais je dis, durant ce tournoi-là, quand même, l'équipe est allée quand même en puissance. Puisqu'en demi-finale, on ne prend pas de but. Alors, le premier match, on ne prend pas de but. Ensuite, on en encaisse beaucoup tout au long du tournoi. Mais en demi-finale, on n'en prend pas face à la RDC. C'était pour moi le match le plus tranquille des éléphants. Ça arrive de prendre des buts, mais ce qui est important, c'est de rester concentré dans l'animation défensive et dans les marquages, s'il y en a. Donc, les éléphants, oui. Avant qu'on aille à la CAN, je pense qu'on avait plus de certitude parce qu'on avait entre 4 et 6 clean sheets. Je pense que c'est 4. Yaya n'avait pas encaissé au cours de 4 matchs dans les éliminatoires combinés, tous les matchs qu'il a joués. Mais arrivé à la CAN, la pression a fait que quand même la défense est un peu liquéfiée. Mais elle a repris pied
à partir des matchs couperés. Et ça, c'était déjà bon. Il faut savoir qu'un match de football, il va arriver le plus souvent qu'on encaisse des buts. Mais ce qui est important, c'est surtout d'en marquer plus et surtout de garder la complémentarité. Ce qui nous a manqué, c'est surtout la complémentarité. Et là, Faye a l'occasion de faire en sorte que nos défenseurs soient complémentaires. Si, au bout de 8, 10 matchs, vous avez une même défense qui joue ensemble, elle commence à se connaître. Et là, il va arriver qu'on va faire beaucoup de clean sheets. D'accord. Je vais entendre l'avis de chacun sur la question juste après notre appelant, M. Koné Adama, qui nous appelle d'Anyama. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Je salue tout le monde. D'accord. Oui, moi je crois qu'il faut renforcer la défense. Oui, comme Sans Sévérin l'a dit, non seulement le côté gauche, c'est-à-dire une doublure à Ghislain Kona, et comme on appelle le libéro Evan Tika, voilà, doit avoir une doublure aussi, comme en 92. En 92, on avait Jadi Sekana, on avait Louis Ruffin qui était sa doublure. Donc, Evan Tika, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un pour le seconder. Voilà, comme le côté gauche aussi, Ghislain Kona. D'accord. Donc, c'était, voilà. Merci beaucoup, M. Koné. Merci beaucoup. Merci bien, bonne soirée. Donc, je reviens à la question précédente. Coach Kouadio Georges, d'abord, et après, on aura battu. Oui, mais moi, je pense que, quelque part, il y a un genre qui nous manque beaucoup. C'est le gaucher dans le milieu. Le gaucher dans le milieu, il est fondamental. Ce gaucher, il peut, quand nous avions à un moment donné un homme comme Serge Magui, Alain, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était du régal de voir l'équipe jouer et l'équipe était performante. Didier Otokoré. Ce genre de joueur devient rarissime. Il faut les chercher, il faut les trouver. Il y en a. Donc, pour vous, c'est ce qui manque pour réaliser des clean sheets? Non, parce que c'est ça ma question. C'est ça ma question, Coach Kouadio Georges. Vous êtes en train de répondre à autre chose, là. Non, ok, merci. Mais il faut dire que il y a ce qui manque, il faut qu'il y ait un état d'esprit réel comme l'a trouvé Faye Hermès. Que cet état d'esprit prédomine, qu'il soit présent à tout moment, ceci va renouveler notre équipe. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui. Si nous avons gagné cette CAN, je pense que l'état d'esprit était pour beaucoup de choses. Et si nous arrivons à consolider cet état d'esprit, voir des gens conquérants comme on les a vus jouer, je pense que ça va changer totalement cette équipe de Côte d'Ivoire qui a des joueurs de qualité, de talent exceptionnel. D'accord, très bien. Bon, messieurs, ma question est posée. Pourquoi les éléphants ont du mal à réaliser des clean sheets? Balo, vous voulez répondre à cette question? Parce que... Vous voulez répondre à cette question? Bien sûr, bien sûr. D'accord, je vous écoute. D'accord, la réponse est simple. Il faut dire que pendant longtemps, avant le match face au Sénégal, la Côte d'Ivoire avait une défense livrée à elle-même. Il n'y avait pas la même implication du milieu de terrain. Parce qu'il faut savoir que, certes, une défense survit grâce à la qualité de ses défenseurs, grâce à son fonctionnement collectif, mais c'est également grâce à l'apport du milieu de terrain qui vient en soutien à cette défense. Mais il faut constater dans cette équipe de Côte d'Ivoire qu'à un moment donné de notre histoire, il y avait des sénateurs en milieu de terrain qui refusaient de s'adonner aux tâches défensives. Mais cela a été corrigé au second tour, notamment face au Sénégal, où lorsqu'on regarde le match face au Sénégal, on constate qu'il y a eu un peu plus d'implication du milieu de terrain en ce qui concerne les tâches défensives. Là, ce n'était pas un seul élément ou deux éléments du milieu de terrain qui venaient défendre. Tout le monde était à la tâche défensive. Face au Mali, idem, à 10 contre 11, c'était une solidarité défensive incroyable. Donc, la raison pour laquelle on ne réalisait pas de clean sheet, c'est parce qu'on avait un milieu de terrain qui ne participait pas assez aux tâches défensives, ce qui a été corrigé d'ailleurs. Et on espère que ça va continuer sur cette lancée, que ça va se perpétuer. D'accord. Après la CAN, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Madame, monsieur Biba. Monsieur Biba, d'accord. Ravi de vous avoir sur le plateau de la grande team. On vous écoute. Merci. Par rapport à la défense des éléphants, je crois que c'est une défense qui a besoin de doublures. D'accord. Mais, partons en football que le gardien fait partie de la défense. Ok? Allô? Allô, on vous écoute, monsieur Biba, on vous écoute, vous pouvez parler. Autant on parle du changement ou de l'organisation de la défense, il faut faire un effort pour que notre gardien puisse avoir une formation adaptée.
pour que notre football vraiment puisse être maintenu au niveau où nous sommes aujourd'hui. Oui, on vous écoute, monsieur Biba. Voilà, donc c'est mon intervention. Il faut qu'on revoie aussi la position du gardien, parce que le gardien fait partie de la défense. D'accord. Quand on dit faible, c'est parce que le gardien peut prendre des buts hasardeux. Il faut créer des situations qui rendent la défense faible. Mais beaucoup de défense sans faute. Mais une chose est certaine, il faut que la défense soit en place, bleu tête. Il faut que le gardien aussi joue un rôle important. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Biba, pour votre participation. Donc, monsieur Biba qui insiste pour dire il faut renforcer justement le gardien. Oui. Sur la question pourquoi on n'arrive pas à réaliser des clean sheets. Oui. Mais on réalise des clean sheets, je ne sais pas pourquoi. Il y a cette question aussi sévère. Avant la CAN, le gardien Fofana était... Ça, c'était l'adversaire, oui, mais je vais y arriver. Avant la CAN, on était à 4 clean sheets. Le garçon n'avait pas encaissé des buts avant qu'on ait à la CAN. Et puis on est arrivé, il y a eu ce fameux premier tour de la CAN, notamment ce match contre la Guinée équatoriale. J'ai dit que ce match est un match pourri. C'est lui qui gâte un peu les statistiques des éléphants. Maintenant, sur les buts qu'on encaisse, en match amical, on fait 1-1 contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est demi-finale de la CAN. Comment on peut s'en vouloir si on encaisse un but contre demi-finale de la CAN, qui a fait une superbe campagne? On fait 1-1 contre le Maroc. Tout le monde connaît la qualité de l'équipe du Maroc en match amical. Sur la compétition, on encaisse un but contre le Sénégal. Mais pourquoi on peut se plaindre d'encaisser un but contre le Sénégal? Le Sénégal, c'est une formidable machine. Sur son premier tour, elle a écrasé tous ses adversaires. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts inscrits. Nous, on en a encaissé 1. On les a gagnés. Contre le Mali, on encaisse un but. L'un des meilleurs footballs de la compétition. Les jeunes Maliens, patrons du ballon, techniques, organisateurs, tout le reste, on a encaissé un but. Pourtant, ils ont fait un superbe tour où aussi ils ont marché tous leurs adversaires. En finale, on encaisse un but contre le Nigeria. Mais pourquoi on va se plaindre d'encaisser des buts contre de belles équipes? C'est de très belles équipes, c'est de très belles machines. Donc ça paraît logique qu'on encaisse un but face à ce type d'équipe. C'est pas pourtant qu'on ait une mauvaise défense. On a une très belle défense, seulement que les statistiques de la défense ont été gâchés contre la Guinée équatoriale. Voilà, tu vas arrêter avec ce match face à la Guinée équatoriale. Le problème, si on a gagné des buts, si on a gagné, on ne va pas s'en plaindre. D'accord, et Stéphane, vous avez terminé. Ballot, oui. Je vais dire que, Roger Stéphane, le problème, ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations. On remonte au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'on parle de la montée en puissance de la défense de la Côte d'Ivoire, on prend pour match référence le Sénégal jusqu'à la finale. Mais lorsqu'on sort de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est clair qu'on a encaissé des buts lors des matchs amicaux face à la France, face à l'Angleterre, où ça a été tout simplement un enchaînement de buts. Vous parlez de maintenant ou bien avant? Non, avant. Parce que laissez-le parler, oui, s'il mais vous plaît, on ne parle pas des sélectionneurs, on parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'arrive pas à réaliser des clean sheets face à des équipes? Il n'y a pas de périodicité. Voilà, on ne parle pas de la CAN. Donc moi, je vais au-delà de la CAN parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a une solidité défensive au second tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Même au premier tour, c'est vrai qu'à la Guinée équatoriale, mais tout n'était pas parfait face au Nigeria. C'est vrai qu'on encaisse un but, mais tout n'était pas parfait. On a eu une équipe du Nigeria qui n'a pas joué véritablement l'offensive parce que Pesero, c'était à la base un sélectionneur qui a pour principe d'abord la défense et essayer de procéder par contre. Donc, si on remonte plus loin, on avait des problèmes défensifs et c'était dû au fait que les milieux ne participaient pas assez aux tâches défensives. Maintenant que c'est corrigé, on voit bien que depuis que c'est corrigé, notamment lors du second tour de la Coupe d'Afrique des Nations, on est monté en puissance. Mais c'est pas faux de dire que notre défense comportait des failles il y a bien longtemps. D'accord, on a un appelant de Gagnois, on a M. Doukou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord. On vous écoute donc. Est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? D'abord, je voudrais dire merci à tous ceux qui sont sur le plateau parce que selon nos difficultés, la CAN que nous avons remportée a réglé certains sujets dans nos foyers. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vous en prie. Allez-y. Répondez à la question. Merci aux éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord. Et à ceux qui ne sont pas sur le plateau parce qu'on suit régulièrement la 3. D'accord. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup. Oui. En la défense, sincèrement, il faut qu'on dise la vérité. Pendant cette CAN, Serge Aurier n'était pas à la hauteur. D'accord. Donc il faut préparer la relève.
Bon, déjà pour vous, allons-y pas à pas, s'il vous plaît, allons-y pas à pas. La réponse d'abord. Pour vous, oui ou non, il faut renforcer la défense. C'est un oui, hein, c'est ça? Il faut renforcer la défense. D'accord, allez-y. La défense, d'abord la défense met le gardien en confiance. Tout à l'heure, j'ai suivi, il y a un de mes grands frères qui était sur le plateau qui a dit que le gardien, c'est la défense qui met le gardien en confiance. Bien sûr. Fofana là, il n'est pas mauvais. On vous écoute. La défense Fofana Yaya n'est pas mauvais, mais c'est la défense qui doit le mettre en confiance. Donc il faut renforcer la défense. Il faut qu'il ait des doublures. D'accord. Il faut qu'il ait une doublure pour Indika. Il faut qu'il ait une doublure pour Kosonou. Il faut qu'il ait une doublure pour Gislain Kona, parce que Gislain Kona, il a remplacé Bokatu. Voilà. Maintenant, le côté des choses, comment on appelle, de Seignorier, il y a Wilfried Senghor qui est là. Il faut qu'il ait une autre doublure. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour votre participation. Justement, l'appelant parlait des doublures. Il a même évoqué Serge Aurier. Bon, est-ce que les anciens, comme Serge Aurier, Willy Boli, Eric Bailly ou encore Simon Dely, est-ce qu'on devrait les remplacer? Coach Kouadio Georges. Je ne pense pas que dans une maison, dans une famille, il faut chasser, il faut forcer les vieillards à partir. Non, il faut leur donner... justement, gauche. C'est son avis, laissez-le donner son avis, sans sévérin. Je pense qu'on a besoin d'expérience à tout moment pour pouvoir encadrer ces jeunes gens qui arrivent. Et c'est comme ça que, après, ces expérimentés vont céder la place. Ces jeunes gens bien encadrés seront là pour aussi donner leur expérience aux plus jeunes qui vont venir. C'est comme ça, à dose filée, qu'on constitue une équipe et permettre à ces jeunes qui sont venus de jouer constamment ensemble. Jouer ensemble est impératif, est important pour leur donner des automatismes. Mais dire que tous ceux qui sont là, les anciens, il faut les mettre dehors, moi je ne suis pas là pour... dans mon analyse, il ne faut pas chasser les gens de force. Il y a un téléspectateur qui disait tantôt que Aurier n'a pas été à la hauteur. Mais ce même Aurier joue en club, peut revenir en forme. Et la CAN à venir n'est pas loin. Donc il faut faire en sorte que si certains doivent partir, qu'il y ait des gens réellement qui puissent tenir la pression et nous amener à pouvoir aller récupérer cette coupe-là au Maroc. Ou bien en Algérie. D'accord. Ça, c'est vrai, avant de vous prendre une seconde, je vais lire des commentaires. Sur la page Facebook de la 3, on a Diakité Souleymane qui nous dit « Une sélection nationale est composée de meilleurs du moment. Partant de là, je veux dire qu'aucune place est d'avance acquise, même si la défense de la 3e étoile est riche. Des blessures peuvent arriver à tout moment. Des anciens, de par leurs expériences et statistiques, voudront bien revenir. Des jeunes talents voudront percer le mystère de la sélection. » On a aussi Roland Parfait-Koné qui nous dit « Bonsoir la grande team. L'équipe nationale doit impérativement renforcer sa défense. » Présentement, la défense ivoirienne manque de doublure de taille. Sur le banc de touche, nous ne pouvons pas courir le risque d'envoyer cette défense à la prochaine CAN et au mondial, car à un moment de la compétition, la fatigue se fait sentir au niveau des 4 titulaires. Aussi, faut-il retenir que les cartons de suspension ne préviennent pas. D'accord. Oui, Sévérin, on vous écoute maintenant. Oui, concernant les anciens, les défenseurs que vous avez cités, aujourd'hui, je vais dire, il y en a qui sont loin de la sélection désormais. Dely Simon, par exemple, son dernier match remonte au 3-0 face à la Zambie en éliminatoire de la CAN 2023. C'est bien ça. Voilà, donc depuis lors, il n'a pas été rappelé. Eric Bailly, c'était un cadre de la sélection. Et le naufrage de Ndola en Zambie, toujours, a fait qu'il s'est éloigné de la sélection, en plus des nombreuses blessures et des problèmes qu'il a eu à Beşiktaş. Donc, il y a des gens qui sont plus loin de la sélection aujourd'hui et certains en sont plus proches. Aurier, par exemple. Bon, je veux dire, il sort d'une CAN extraordinaire quand même, à tout point de vue. Oui, même s'il fait une erreur dans un match, c'est le capitaine. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, c'est difficile de sortir 2 mois, 3 mois après une CAN, son capitaine.
Ça n'a même pas de sens. Oui, c'est compliqué. Je pense qu'aucun sélectionneur ne peut prendre ce risque. Surtout que, comme le coach l'a dit tout à l'heure, le joueur il est performant en club. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut ne pas être titulaire. Et Senghor devienne le numéro 1, mais sorti au rythme de la sélection aujourd'hui, ça va vraiment relever d'autres choses. Je veux dire, parce que c'est un joueur performant. Eric Bailly peut également revenir, mais pour moi, il est un peu plus loin de la sélection aujourd'hui que proche. Et en termes de gardien de but, puisqu'on parle de la défense en général, il y a de la relève. Sangaré Badra Ali a dit qu'il est toujours là. D'ailleurs, il est promu capitaine de son club. Donc ça veut dire qu'il a encore la pêche. Il sort d'une canne merveilleuse ici. Foli Ayayi, il est performant avec la SEC en Ligue des Champions. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont figés pour les mois à venir. Dans le futur, beaucoup de choses vont être étudiées. Mais aujourd'hui, pour moi, il faut une vraie doublure à Ghislain Conan. Pour le reste, tout le monde a sa place. D'accord. Bon, déjà, je vous propose de voir la liste des défenseurs présélectionnés lors de la CAN 2023. Oui, la liste des défenseurs présélectionnés s'articule comme suit, avec bien sûr avec les gardiens également en prime. Yaya Fofana, 23 ans, qui évolue au SCO d'Angers. Sangaré Badra Ali, 37 ans, Sekounkun United. Foli Ayayi Charles, 33 ans, à la SEC Mimosa. Kone Mohamed, 21 ans, qui évolue au Havre. Issa Fofana, 20 ans, qui évolue à Al Hilal. Ira Tapé Eliezer, 26 ans, lui est à Adia Osana. Ousmane Diomandé, 20 ans, Sporting de Lisbonne. Et Ghislain Conan, 28 ans, Al-Faya. Wilfried Senghor, 23 ans, AS Monaco. Odilon Kosonou, 23 ans, évolue au Bayer Leverkusen. Willy Boli, 33 ans, Nottingham Forest. Serge Aurier, 31 ans, Galatasaray. Evan Dika, 24 ans, AS Roma. Les 4 premiers noms. Les 6 premiers noms sont les noms des gardiens. D'accord, c'est pas terminé. Il y a des jeunes joueurs dedans. D'accord. Donc, on continue la liste avec Diallo Ismaël Chester, 27 ans, qui évolue à Hajduk Split. Eric Bailly, 29 ans, Villarreal. Simon Deli, 32 ans, Istanbul Sport. Sinali Diomandé, 22 ans, Lyon. Hassan Kamara, 29 ans, Udinese. Sila Bakar, 21 ans, Racing Club de Strasbourg. Emmanuel Agbadou, 26 ans, à Reims. Kofi Kwa Franck, 25 ans, FC Metz. Bamo Meite, 22 ans, Marseille. Christopher Opéry, 26 ans, Le Havre. Trabitran Anthony, 25 ans, à Sec Mimosa. Armel Zouri, 22 ans, évolue au Sheriff Tiraspol. Et enfin, Doumbia Suleiman, 27 ans, au Standard Liège. Très bien. Oui, Balo, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, juste dire que faut qu'on sorte de ces débats d'anciens, nouveaux. C'est la chasse aux sorcières à l'endroit des anciens. C'est pas ça la question. Moi, je pense que la question qu'on doit se poser, est-ce que Simon Deli et Eric Bailly, voire surtout ces deux-là, peuvent revenir à leur meilleur niveau? Je pense que c'est encore possible. Mais sur ce qu'ils ont produit jusque-là, il n'y a rien de rassurant. Il y a eu plusieurs boudes à répétition qui ont été effectuées lors de leur prestations. Ils ne sont pas du tout en confiance. Pour ce cas de Serge Aurier, moi j'aimerais inviter Saint-Séverin. C'est vrai qu'il n'a pas fait une mauvaise canne, mais à être un peu plus modéré. Exceptionnel, c'est un peu trop dire, parce qu'il y a eu des erreurs également pour un capitaine qui se veut être le modèle d'une équipe, l'exemple d'une équipe. Il y a eu des erreurs quand même qui ont été commises par lui, notamment face au Sénégal, même face au Mali, il y a eu clairement des erreurs de marquage de sa part. Le match où on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est sur la finale où sa prestation reste un peu assez intéressante. Pendant le match le plus important. C'est le match le plus important, oui. Mais permettez qu'on attende plus du capitaine. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est le capitaine. Aucun sélectionneur ne peut se permettre de sortir de l'effectif le capitaine. Bien sûr, justement, si on ne peut sortir du groupe d'une manière assez brutale, le capitaine, c'est parce qu'on estime que c'est un symbole. Et ce symbole-là, il doit l'incarner sur la pelouse en montrant l'exemple, en ne faisant pas des erreurs, permettez-moi l'expression, parce que j'ai rien, Serge Aurier, c'est un grand joueur, c'est un grand capitaine, de débutant. Donc là, à ce niveau-là, il y a des questions à se poser. Il faut remettre en question certains joueurs de l'équipe nationale. C'est vrai, pendant longtemps, on a été très souvent indulgent envers certains joueurs dans cette équipe. Ah oui, c'est le patron. Ah oui, c'est le cadre. Ah oui, c'est le capitaine. Et on en est arrivé à certains résultats. Mais aujourd'hui, quand Faye Emers est arrivé à remuer le cocotier, on a été tous satisfaits pour dire que oui, là, il y a du caractère. Là, il n'y a pas de cadre. Là, il n'y a pas de capitaine. Soit on est performant, soit on ne l'est pas. Et on avance. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut préciser. Ce n'est pas une question d'anciens, de nouveaux, de chasse aux sorcières d'anciens dans cette équipe nationale. L'autre élément qu'on peut opposer à ça, c'est que Kosonou, il a été excellent à la CAN, mais il a fait des erreurs aussi. Donc les erreurs... Surtout face au Mali. La répétition, ça devient un problème. Donc les erreurs, tous les joueurs en font. Je pense que
Je pense que le débat de ancien et Faye MS a plus les qualités que nous pour apprécier l'importance d'un joueur sur le terrain. Parce que le capitanat, il y a ce qu'on voit sur le terrain, mais il y a ce qu'on ne voit pas en dehors du terrain. Qui est Serge Aurier quand il n'est pas sur la pelouse, dans le groupe, qui emmène tous les sélectionneurs à le faire jouer? C'est la question qu'il faut se poser. Gaston le fait jouer, Faye le fait jouer, mais Baumel le fait jouer. C'est qui il est en dehors du terrain. Et puis les capitaines. Donc ça aussi, il faut chercher à comprendre parce que ce n'est pas seulement que 90 minutes sur la pelouse. Il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, on peut être âgé et puis être performant. Maldini, Lam, Zanetti, Pepe, Ramos, tous ces vieux joueurs ont été bons avec le club et les sélections. Donc il faut laisser ce débat et faire parfaitement confiance à Faye MS. Il nous a montré des petites choses assez intéressantes à la CAN, encore que la CAN est un contexte particulier. Maintenant, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. On va continuer avec Faye MS pour voir les choix qu'il va faire. Parce que comme on l'a dit sur ce plateau, les choix qui ont été faits, la préparation qui a été faite, la sélection qui a été faite, sont les affaires de Gassé. Maintenant, c'est Faye MS. Regardons droit devant nous. Très bien. Alors, la question LGT, donc, après la CAN, est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Écoutons le public sportif ivoirien. Si on veut bien regarder, c'est vrai, il y a l'ancienneté qui est là, de Serge Aurier, tout et tout. Ben, c'est vrai aussi qu'il y a les nouveaux, mais il y a des joueurs qui n'ont pas, il y a des défenseurs qui n'ont pas pu jouer. Et il faut essayer aussi de les mettre en confiance. Et puis les vieux là, franchement, il faut les revoir. Parce que si on veut, il y a eu 2 ans, il ne peut pas fournir la même énergie. Ce n'est pas possible. Donc sur ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment renforcer la défense ivoirienne. Voilà, on a des joueurs comme Serge Aurier, par exemple. Il n'est pas assez productif sur le terrain. Donc il doit impérativement être remplacé par un autre joueur. Voilà, lui seulement, pour moi, j'aimerais qu'on le remplace par un autre défenseur. Je vois 3 bons défenseurs dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Bon, je vois Ndika, il est très bon. Lui, le ballon ne le dépasse pas. Il y a eu même que l'attaquant nigérien a failli l'attaquer aussi, tellement qu'il traumatisait le gars. Et Kosunu aussi qui est là avec Justin Konan. Les gars là jouent très bien aussi. Eux, ce sont des bons défenseurs, même qu'on doit arrêter de mettre dans l'équipe ivoirienne. Je pense qu'il n'est pas vraiment impérial de remplacer la défense. Parce que pour ma part, ceux qui ont joué pendant la CAN là, vraiment ils se sont vraiment battus. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils étaient vraiment parfaits. Donc pour moi, il n'est vraiment pas nécessaire de remplacer cette équipe. Voilà, donc, merci d'avoir participé justement à cette émission avec la question LGT. Est-il impératif de renforcer la défense des éléphants? Nous avons un deuxième sujet pour l'actu de ce soir et ça concerne la Ligue 2. La Ligue 2 qui reprend ses droits après plus d'1 mois d'interruption en raison de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée bien sûr sur nos terres. On en parle maintenant, messieurs. On parle de la Ligue 2. Sans Séverin, oui. Oui, on parle de la Ligue 2 avec... une superbe équipe qui est en train de marcher sur la Ligue de... Roger Stéphane, tu ne dis rien. Une superbe équipe de Africa Sport qui est en train de marcher sur sa poule, la poule A, je pense. Le club est leader actuellement. Il vient de se qualifier pour le tour suivant de la Coupe nationale. L'Africa, avec Mariotti, a été transfigurée. La défense amarrée autour de Kanouté Clément et de Okubi. Impressionnante devant Serim Messidadje et Abrogwa font le boulot. C'est une équipe aujourd'hui qui est partie pour relever tous les défis de cette saison et notamment celui de la montée. L'année dernière, il a été raté de peu. Ça a fait râler tous les fans, mais quand même, tout le monde est resté solidaire derrière l'équipe. Le président Kouyotea, Narcisse, met les moyens avec des hommes forts dans son comité directeur et l'Africain en train de marcher allègrement vers la Ligue 1. On espère que pour la reprise, ils resteront sur la lancée de la première phase. D'accord. Bon, pour la Ligue 2, les hostilités reprennent donc ce vendredi. C'est une très bonne nouvelle, surtout que les matchs seront retransmis en direct sur votre chaîne, sur la 3. Avant de poursuivre, regardons ensemble le classement dans les différentes poules. Oui, au niveau du classement, il faut rappeler que c'est une Ligue 2, en tout cas très relevée. Et on s'attend à un second tour, en tout cas de très très grande qualité. Le classement qui s'affiche. Oui, ça va s'afficher justement avec l'Africa Sport qui est en tête avec 26 points, avec un goal différentiel de plus 8. Iska
est deuxième avec 22 points, goal différentiel de plus 6. L'USC Bassam, troisième, 17 points plus 1. Issawazi, quatrième, 16 points plus 1. Yakro FC, cinquième, 15 points moins 1. US Tchologo, sixième, on a 14 points plus 0. Septième, CO Boisflé, 14 points moins 2. US Fermier, 13 points. RFC Aboisseau, 9e, 13 points. Sirocco FC, 12 points. OFC Adiaké, 11e, 11 points. Et Donkov ferme la marche avec 6 points. Voilà, la poule A, c'est pour la poule A. Je pense que l'Africa joue contre On a maintenant la poule B. Ouais, justement, ce sont les confrontations déjà. Il faut savoir qu'en ce qui concerne la poule B, demain sur les antennes de la 3, l'Amphiara FC ADFK et justement par rapport au classement, hein, c'est OSA FC qui est en tête, 20 points plus 8, ADFK d'Adzopé 20 points, l'Amphiara 3e 18 points, 4e ES Bafing 17 points, 5e EFIM 16 points, AS Standard 6e 16 points, Agir de Guibérois 7e 15 points, ES Bingerville 8e 16 points, Songon FC 9e 13 points, le WAC est 10e avec 12 points et les deux derniers, l'ES Boaké 11e avec 11 points et le COE Sport dernier avec 4 points. D'accord, donc nous parlons d'abord de la poule A. Hein. La poule A dominé le programme de la poule A déjà qui s'affiche, oui. Oui, justement, le programme c'est donc demain, vendredi 1er mars 2024, Africa face à Sirocco FC. Samedi 2 mars 2024, OFC Adiaké face à Issawazi. Ensuite, RFC Aboisseau face à Yamoussoukro FC. L'US Fermier qui va affronter le CO Boisflé. Dimanche 3 mars 2024, ISCA face à Donkov. Et le lundi 4 mars 2024, USC Bassam face à l'US Tchologo. D'accord. La poule A dominée par l'Africa Sport. Oui, la poule A dominée par l'Africa Sport. Je suis très heureux pour l'Africa Sport parce que... Merci, coach. Non, ce n'est pas que je sois supporter de l'Africa ou pas, mais nous avons vu ce que l'Africa et la SEC ont apporté dans ce pays. Et quand on parle de supporters qui n'arrivent pas au stade, nous avons des équipes traditionnelles qui, elles, ont apporté dans ce pays. Quand l'Africa va... remplir peut-être les stades en deuxième division pendant que les stades de la Ligue 1 sont vides. L'équipe de l'Africa doit pouvoir se retrouver... Je vous aime. L'équipe de l'Africa Sport doit pouvoir se retrouver en première division pour relever le niveau de l'adversité qui va ramener encore ses supporters sur nos stades. On en a besoin parce que par le passé, une équipe comme l'Africa, on a mal au cœur de voir cette équipe dans les profondeurs des différentes divisions. Mais ça se décide sur le terrain. Mais c'est ce qu'on n'a pas dit que... Je ne dis non. J'ai la parole, s'il te plaît, j'ai la parole. Et ne me récupérez pas cette parole-là. L'Africa. Carton jaune pour Roger Stéphane. Oui, donnez-lui le carton rouge. Voilà. L'Africa Sport a beaucoup apporté dans ce pays. Il faut avoir un minimum de reconnaissance dans son cœur. Voilà. Très La Côte d'Ivoire a vu l'Africa Sport nous apporter beaucoup de bonheur ici. Donc, nous ne souhaitons pas, moi, personnellement, je souhaite que l'Africa et la SEC se retrouvent en Ligue 1 pour qu'on ait des derbies qui vont renflouer nos stades. Donc, vos problèmes de personnes, gardez-les pour vous-même. Bon, alors, Merci beaucoup, coach Fadel. Cela se décide évidemment. Oui. Tous ces souhaits se décident évidemment sur le terrain. Et sur le rectangle vert, je ne dirai rien à ces louanges faites à ce club mythique qui fait les beaux jours de la Ligue 2. Je dis bien la Ligue 2. Ce qu'il faut savoir, les faits sont sacrés dans notre métier. Pour une fois, l'Africa a bien terminé la première phase. Sur les 2 dernières saisons, c'était 3e. Là, il termine premier. C'est la meilleure équipe de la phase. Elle avait 26 points. Bravo. Ils ont fait une superbe série de victoires. Très bien. Cette année, la première phase a été bien gérée. Maintenant, je fais un commentaire. Le commentaire, c'est que cette Ligue 2, elle se joue toujours jusqu'à la fin de la saison. Et sur ça, l'Africa n'a pas toujours bien géré la fin de la saison. Donc, on attend de voir à quoi va ressembler, évidemment, cette deuxième partie de la Ligue 2. En espérant que l'Africa garde sa dynamique. Mais derrière, il y a des équipes qui, à mon avis, vont se réveiller. Et on verra bien. Mais sinon, personne n'est contre l'Africa Sport d'Abidjan. Surtout pas quelqu'un qui a un t-shirt Tu peux porter le rouge. Le rouge, le sang rouge. Donc, on est tous malheureux. Mais ça, je veux dire, le travail d'un club, ce n'est pas les souhaits des supporters, encore moins des journalistes. C'est le travail des dirigeants dans le club, avec les supporters, avec une équipe performante pour ressembler à une grande formation
je ne dirais pas le nom, mais qu'on appelle la SEC Mimosa, qui elle est restée dans le ton, dans le niveau depuis toujours, contrairement à cette équipe. Bon, d'accord, là nous parlons de la Ligue 2. Oui, le sujet n'est pas sur la SEC Mimosa. Donc, messieurs, il n'y a pas que l'Africa, justement. La SEC au Maroc actuellement, laisse-les là-bas. Ça, c'est vrai, un carton rouge. D'accord, ok. Il n'y a pas que l'Africa en Ligue 2, il y a aussi l'ISCA qui suit de près. Il y a l'Astanda qui est en Ligue 2. Oui, qui suit de très près même l'Africa Ballot. Oui, c'est une équipe intéressante techniquement parlant. Je pense que sur la 3, on a retransmis le match Mouna FC face à ISCA qui était décisif pour la montée en Ligue 1. C'est une équipe qui a montré de belles qualités techniques, mais une certaine naïveté défensive notamment, un manque d'expérience dans les grands moments, ce qui a fait que cette équipe a flanché. Et je suppose que les leçons ont été tirées de cet échec à la toute dernière journée de l'année passée, et ils auront donc les épaules larges pour pouvoir tout simplement être en ordre de bataille pour monter en Ligue 1. Et je pense que c'est une équipe qui a son mot à dire dans la montée en Ligue 1 cette année. Coach Kwadjo l'a dit tout à l'heure, il y a un club qui a été champion de Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, l'Astanda, qui est aussi en Ligue 2. Il y a le CW qui a joué la dernière finale au niveau des clubs de Côte d'Ivoire qui est en Ligue 2. Donc c'est une ligue. Bravo pour ces exemples, c'est des beaux exemples. Hein? Oui, c'est une ligue vraiment relevée. Et comme Roger Stéphane l'a dit, et le coach aussi, on aimerait voir ces clubs mythiques-là revenir, mais tout se passe sur le terrain. Il va falloir gagner des matchs, être présent dans le sprint final pour revenir à la lumière. Signalons une très belle équipe, Marie-Christine Begré, l'équipe de OSA, dans la poule B, qui est en tête de la poule B. C'est une équipe qui vient de la 3e division, si je ne m'abuse, qui est sa toute première saison en Ligue 2 et qui est leader de la poule B avec 20 points. C'est l'une des meilleures équipes de la première phase de cette compétition. On va la suivre de près avec un jeune président que je voudrais saluer, qui est Hamza Gamal, qui fait beaucoup pour le football ivoirien. On est très heureux de voir des jeunes équipes comme ça, OSA, ISCA, etc., jouer les premiers rôles en Ligue 2. C'est très bien. Bon, c'est vrai qu'on parlait de la poule A, donc merci Roger Stéphane de nous permettre de nous diriger dans la poule B. Vous avez donné vos favoris. Coach Kwadjo, vous avez des favoris aussi pour la poule B? Oui, mais moi, je suis pour les équipes traditionnelles qui sont là. On a l'USC Bassam qui végète là. C'est l'une des meilleures équipes. Le micro, s'il vous plaît. C'est l'une des meilleures équipes de l'époque qui nous ont apporté même peut-être la venue du football en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, à l'époque, quand vous arrivez à Bassam et que vous jouez un match à Bassam, vous en sortez, vous dites vraiment, je viens de sortir. Moi, j'ai joué des matchs à Bassam et j'ai compris que voilà, dans ce sable-là, il fallait donner tout ce qu'on avait. Et c'était de grands joueurs, les Yapo qu'on avait, les Yangui, tout ça. On avait de très bons joueurs à Bassam. Aujourd'hui, mon ami Maxime doit pouvoir pleurer, voir son équipe végéter en 2e division. Donc, c'est des équipes qu'il faut aider mentalement, moralement, financièrement, à pouvoir se remettre en place et sur le jeu, sur le terrain, pour pouvoir gagner leur match afin de venir animer encore ce championnat que nous voulons meilleur. Voilà, donc c'est la reprise de la Ligue 2 et bien sûr vous retrouverez tous les matchs en direct sur la 3. Oui, Saint-Séverin, pour terminer rapidement. Les deux équipes qui sont en tête de la poule B sont sorties tout droit de la D3. Et on s'étonne qu'elle puisse caracoler en tête de ce championnat devant des clubs mythiques qu'on a cités tout à l'heure. Mais c'est justement ça, le travail. C'est sur la pelouse, 90 minutes que ça se passe. Vous l'avez dit, que ces équipes-là vont avoir le syndrome du miracle ivoirien. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team de ce soir. Il est l'heure, donc on se retrouve, messieurs, on va se retrouver demain. Voilà. Vous pourrez encore vous exprimer demain sur le sujet. Voilà, très chers téléspectateurs, ça passe très vite, hein, Coach Kwadjo Georges, ça passe très vite. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, on est ensemble du lundi au vendredi, donc demain c'est jeudi. On sera donc ensemble demain jeudi 20h30 sur la 3 en direct. Merci beaucoup, Saint-Séverin. Merci Marie-Christine. Merci Ballot. Je vous en prie. Merci Roger Stéphane. Merci beaucoup, Coach Kwadjo Georges. Merci, notre grande dame. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve donc demain en direct. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.